Et salut à tous, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Et oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu cette introduction, évidemment. Aujourd'hui, je suis avec mes deux compères. Augustin, Gus, comment ça va? Salut Elio, salut Baptiste, salut à tous. Ça va très très bien. Et Baptiste, comme Augustin vient de le spoil. Bat, comment ça va? C'est ce que j'allais dire, il m'a spoil ma présence, ce petit enfoiré. Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, Elio? Ça va, merci beaucoup les gars. Alors dans un premier temps, deux petites choses à vous dire. Trois petites choses même. Alors, dans un premier temps, au nom de tout le podcast, on s'excuse de ne pas avoir fait d'épisode depuis aussi longtemps et d'autant plus de ne pas avoir fait d'épisode sur la finale du CFP. Voilà, on a été un petit peu pris par nos emplois du temps, etc. Donc assez compliqué alors que c'était un moment charnière quand même de la saison. On est désolé, nous en voulez pas. Deuxième autre chose, sur le site thetrickplay.com en ce moment, il y a les profils de draft, un profil par jour en moyenne qui sortent par nos scouts, comme vous le savez, Ryan et Valentin. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, hein. Il y a plein de scouting approfondi avec tous les joueurs qui se présentent cette année. Fin avril. Et puis la troisième petite chose, eh ben, il y a un set officiel. Normalement, c'est quoi? C'est le 25 ou le 24 juillet, les gars, la sortie de NCAA? On n'a pas la date encore, hein. Ouais, il y a Ouais, mais quelques je pense petits fin spoils, juillet, mais pour laisser en un tout cas, mois aux joueurs. ouais, fin juillet, normalement, on devrait avoir NCAA, le tout nouveau qui devrait sortir, mais ça a été officialisé. Donc, une très très bonne nouvelle pour tous les fans de console. Aujourd'hui, épisode Coaching Carousel, épisode assez chargé, bien évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, une trentaine pendant l'intersaison, et même avant la fin de saison d'ailleurs. Pas mal de mouvements intéressants. Voilà. On en parlait en off. On disait qu'il y avait, à part évidemment Alabama, le tremblement de terre, on disait qu'il n'y avait pas d'énormes mouvements comme on a pu connaître ces 2 dernières années. Mais il y a pas mal de moves qui nous interrogent. Alors, on va vous les donner à chaque fois par conférence. Dans un premier temps, les conférences du Power 5, puis ensuite du Group of 5. Puis, on va également vous donner Du nos Power notes. 4, Elio, du Power 4. Du Power 4, ouais. Oui, Ouais, oh, ouais. déjà, je m'y Ouais, fais mais pas, c'est hein. un bon réflexe. Elio veut pas s'y habituer, il veut pas s'y Ah, ouais, je m'y résigner. fais pas. Mais en tout cas, oui, voilà. Et puis, on va vous donner nos notes sur 20. Comme ça, on pourra un petit peu être plus précis. Je sais qu'il y a une période, on avait fait A, B, C, D, plus, moins. Cette fois-ci, ça va être sur 20 à la française. Et on commence tout de suite avec la Big Ten, messieurs. Et le programme, peut-être, alors un néo-programme de Big Ten, justement, comme le disait bien Baptiste, maintenant c'est le Group of Four, parce que UCLA sera du côté de la grosse conférence. Sauf que il y a eu du mouvement. On sait que Chip Kelly était le head coach. Chip Kelly s'est littéralement barré pour être offensive coordinator et QB coach d'Ohio State. Donc, être head coach de UCLA est maintenant moins bien qu'être offensive coordinator d'Ohio State. Messieurs, on a Dishon Foster, le running back coach depuis 2017 de UCLA, et d'ailleurs c'est son alma mater, qui a été élu head coach du programme. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Euh, je suis pas loin de penser que c'est la pire nomination du cru. Parce que déjà on parle de UCLA, parce que UCLA arrive en Big Ten dans la deuxième super conférence après la SEC et donner les rênes du programme à un coach qui n'a jamais été mieux que head coach ou coordinateur offensif, ou même défensif, hein, il a jamais appelé de jeu, bah, pour moi, c'est un problème. Voilà, cette première année en Big Ten, UCLA, les Bruins auront un calendrier hyper difficile et déjà, c'est pas un cadeau pour lui, mais c'est pas aussi un cadeau pour les fans de la fac, qui vont à mon avis, souffrir. Et je suis allé faire des recherches. La dernière fois que UCLA a nommé un coach aussi peu expérimenté, c'est arrivé que 2 fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand je dis aussi peu expérimenté, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'expérience en tant que head coach ou coordinateur offensif ou défensif. Et bah, c'était Terry Donahue en 1976. Bon, au final, il a duré 20 ans et a remporté 5 Pac-10 et 3 Rose Bowl. On pourrait espérer que Foster ait la même carrière, mais j'ai du mal à y croire. Surtout dans un environnement aussi concurrentiel que la Big Ten. Donc ma note, c'est un 8 sur 20. Euh, je trouve un peu dur. Enfin,
je sais pas que je trouve un peu dur, je trouve qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient dans le timing qu'ils pouvaient, en fait, pour moi. A priori, d'après les rumeurs qu'on a pu lire à droite à gauche, l'Athletic Director est allé quand même sonder, notamment PJ Fleck, hein, l'actuel head coach de Minnesota, qui a pas quitté les Golden Gophers. Et donc, au bout d'un moment, bah, tu fais avec ce que tu peux. Et je pense que ce choix-là, et c'est un choix dicté sur du très court terme, c'est-à-dire le but, c'est pas perdre de joueurs, concrètement. Tu nomines quelqu'un qui est adoré par ses joueurs, d'après les échos qu'on a eus, et donc tu t'évites l'espèce de départ sur le portail des transferts. Donc c'est un choix sur le très court terme. Est-ce que ça va être intéressant sur le long terme? Je suis beaucoup plus dubitatif. Au moins, ça permettra une transition, on va dire, en douceur du UCLA en Big Ten. Moi, je pense que ça va être très, très compliqué pour les Bruins dans cette nouvelle conférence. Mais sur le papier, c'est pas si mal pour la saison 2024. Mais pour le reste, je pense que ça va être cataclysmique. Et je te rejoins sur le fait que nommer quelqu'un qui a jamais appelé de jeu à ce niveau-là, c'est presque une faute professionnelle. Mais qui pouvait recruter, quoi? Tu vois, c'est un peu ça la question que je me pose. Et donc voilà, donc je vais être un petit peu. En fait, finalement, je vais mettre un 8 comme toi, Gus, mais je vais pas pour les mêmes raisons au final, quoi, tu vois. Mais bon, ça montre quand même que de manière globale, les programmes n'ont pas franchement. Ont pas, de manière globale, je pense que ça va être on va dire, une remarque que je vais dire beaucoup, c'est qu'ils ne pouvaient pas forcément faire mieux. Et voilà, de manière générale, je trouve que c'était un coaching carousel relativement décevant sur les noms qui ont bougé. Mais bon, ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Donc 8 sur 20 pour moi aussi. Elio? Elio, tu remontes la moyenne? Non, bah, justement, moi je comptais dire 8 sur 20 aussi. Alors Chip Kelly, il s'est un peu barré comme un voleur, hein, faut dire ce qui est. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce syndrome là qui s'est passé notamment du côté de la NFL et des Raiders de Las Vegas, c'est-à-dire de prendre peut-être le meilleur mec chez les coachs, le plus apprécié parmi les coachs en interne par les joueurs? Je pense qu'il y a ce syndrome-là, il y a le syndrome du mec qui connaît aussi très bien c'est son alma mater, donc il connaît très bien le programme. Voilà, après, c'est vrai que bon, running back coach, UCLA, ils ont sorti qui? Zach Charbonnet, Joshua Kelly. Ouais. Et aussi, tu parlais des Raiders, mais il faut rappeler qu'il a passé une semaine avant d'être nommé à UCLA comme coach et running back en NFL. Hein. Donc en fait, ça veut dire que là, il s'apprêtait à faire la saison Oui, 2024 en NFL. c'est vrai. Un petit rappel quand même pour les auditeurs, c'est une fois qu'un head coach part, les joueurs ont 30 jours pour rentrer leur nom dans leur portail du transfert, même si celui-ci a été fermé. Hein. Donc voilà, c'est quand même une précision qu'on doit donner, c'est-à-dire que si votre head coach part, les joueurs peuvent partir aussi. Et bon, on a vu à quel point le portail des transferts est devenu peut-être la chose la plus importante dans le monde du college football actuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut agir vite et agir bien pour les programmes, quoi. Il y a quand même pas mal de signaux compliqués, hein, parce que partir de la Pac-12 pour au final se retrouver dans une des Power 2, comme on dit, et puis se retrouver dans une situation comme ça, c'est quand même assez risqué, notamment au niveau, comme tu le dis, Baptiste, du recrutement, du portail des transferts aussi, garder les joueurs, mais aussi en rameuter. Non, UCLA, ça va être compliqué, à mon avis, la saison 2024-2025. 8 sur 20 donc pour tout le monde, moyenne parfaite. Michigan, messieurs, et oui, parce que gros mouvement du côté de Michigan, c'était un petit peu dans les rumeurs ces dernières années. John Harbaugh voulait rejoindre la NFL, et bien c'est chose faite. Il part du côté de Los Angeles. John, il est déjà. Jim, ouais. Je préfère John. Et il est parti du côté des Chargers à Los Angeles, du coup, en tant que head coach, bien évidemment. Il est remplacé par Sherrone Moore, un nom que vous connaissez, évidemment. Sherrone Moore, Michigan, offensive coordinateur pendant plusieurs saisons, coach de la O-line. On connaît tous l'excellente O-line qu'a Michigan depuis plusieurs années. Et notamment head coach en intérim pendant 3 matchs cette année après les histoires d'espionnage et des petites controverses qu'il y a eu autour des Wolverines. Du coup, messieurs, cette nomination de Sherrone Moore, je pense qu'on saute pas au plafond dans le sens où c'était prévu. C'était le nom numéro 1 sur la liste quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une suite logique? Est-ce que ça va continuer de bien fonctionner, Michigan, avec ce nom-là? Ouais, c'est une suite logique. C'est pour ça que je me demande s'il y a vraiment eu un coaching carousel pour Michigan, parce que tellement que ce choix-là, il a du sens, même avant même.
il a presque fait on va dire son entretien d'embauche sur les 3 matchs où il est coach pendant la saison. Le départ de Jim Harbaugh, personne, enfin tout le monde s'y attendait. Enfin bref, je pense que c'est peut-être le changement d'head coach le plus smooth qu'on ait vu de ces dernières années. Un peu quand Lincoln Riley a pris la place de Bob Stoops, c'était au mois d'avril, je crois. Ça fait un peu, ça coule de source. Merci, au revoir. Donc voilà, donc je pense que la transition est bonne. Voilà, après Michigan, va falloir, ils ont énormément de joueurs qui vont partir en NFL. Il y a eu quelques départs sur le portail des transferts. Voilà, ça va être une année de reconstruction. Il y a du talent. Je pense que voilà, ça va le faire. Après, voilà, ça reste un des plus gros programmes du college football. Ils sortent d'un titre national. Donc, on va dire que le paradigme a changé et que les attentes seront encore plus importantes pour lui. Mais voilà, je pense qu'il a les épaules pour. Est-ce qu'il va être capable, dès l'année 1, de se battre pour un titre en Big Ten? Je pense que ça va être un petit peu léger parce qu'il y a trop de départs cette année. Mais voilà, je pense que c'est un bon recrutement. Moi, je donnerais la note de 15 parce que pareil, au niveau du timing, qui pouvait récupérer mieux que Shannon Moore? Personne. Donc voilà, 15, c'est un solide, de l'expérience. Donc voilà, il connaît la maison. Ouais, ça me semble bien. Ouais, puis t'as raison, Harbaugh part assez tard quand même. Enfin, ça a duré longtemps cette histoire. Donc oui, moi aussi je reste sur ta lignée, hein. 15 sur 20, c'est très bien. Ça va être dans la continuité, beaucoup de changements à gérer pour Moore avec tous ses départs, mais en même temps, voilà, il a montré qu'il savait coacher. Il a réussi à gagner The Game quand même. Peut-être le The Game le plus important de ces dernières années, notamment pour Michigan. Donc voilà, Augustin. Michigan l'a pas annoncé dans la foulée du départ de Jim Harbaugh, hein. Il y a comme C'est vrai, c'est vrai. il y a eu quelques jours de latence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça peut vouloir dire autre chose, mais ça peut aussi vouloir dire que Michigan était à la recherche potentiellement d'un coach venant d'un autre programme. Je sais pas, je pense à Kellen DeBoer, par exemple. Je sais pas. Mais moi aussi, je partirais sur une note aux alentours du 15. Allez, je vais mettre un 16 parce que c'est le choix qui s'imposait et je pense qu'il fallait pas renverser la table et aller chercher quelqu'un qui referait partir le programme là sur une toute nouvelle base. Tu fais bien de me lancer sur Kellen DeBoer, car on va parler des Huskies de Washington, néo-Big Teniste également. DeBoer, donc, qui est parti en tant qu'head coach du côté d'un autre programme, on en parle tout à l'heure. Ça fait une nouvelle arrivée, et là, je pense que c'est une des arrivées les plus intéressantes, voire peut-être la plus intéressante de ce coaching carousel 2023-2024. Jedd Fisch, le head coach d'Arizona depuis 2021, qui part du côté du nord-ouest des États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ce move, messieurs? Ça reste fondamentalement un bon mouvement. Attention, je ne veux surtout pas dire le contraire, mais il y a quelque chose que j'arrive pas à me sortir de la tête, c'est que depuis 2011, donc date à laquelle il a commencé à entraîner en college football, il est jamais resté plus de 2 ans dans un même programme. Et avec cet échantillon, donc plus de 10 ans en tant que coach, et bah, pour moi, ça a suffi à me dire qu'il a pas l'air très fidèle et en fait, il suffira qu'un poste se libère, hem, qu'un meilleur poste se libère dans un meilleur endroit forcément pour qu'il quitte les Huskies. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me turlupine un petit peu. Mais après cela, enfin, je vais vous laisser parler, mais ce qu'il a fait avec Arizona en 3 ans, c'est l'une des plus belles prouesses des dernières années au niveau coaching. Il a sorti un programme qui, je ne sais pas si Arizona avait fait une saison en 2019 ou 2020 en 0-11, en 0-12, une saison à 0 victoire. Mais il est passé de équipe à 0 victoire à équipe potentiellement playoffable. Je parle pour 2024 s'il était resté. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas mettre de côté. Mais voilà, moi, je mettrais un 13 sur 20. Son infidélité me fait très peur et je suis un peu plus bas que la moyenne sur lui, quoi. Oh, je te trouve dur, Gus. Il a fait 3 saisons à Arizona, 1-11 en première année. La saison d'avant, tu as raison, 2020, c'est 0 victoire pour 5 défaites. Après, c'était la saison Covid. Mais en dehors de ça, en tant qu'head coach, non, il a fait 3 ans à Arizona, c'est tout. Et il a géré un match du côté du UCLA, 2 matchs. Le seul truc, c'est que est-ce que tu vois, Jedd Fisch, il aura l'opportunité d'aller plus haut que Washington? Alors, je m'explique. Washington est quand même dernier finaliste du CFP.
ça part dans une grosse conférence, à part peut-être 3-4 postes dans le pays, je vois pas ce qu'il y a au-dessus réellement. Donc non, moi je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Je pense que La justement, il a NFL, Elio, je pense. Il a coaché chez les ouais, c'est vrai Patriots, qu'il a il a coaché en coaché NFL. Ouais. de mémoire. Je sais pas, moi j'ai toujours estampillé coach NFL pour le coup. Je sais pas pourquoi. C'est Non, peut-être mais un c'est vrai, il biais a de. passé du temps chez les Rams, chez les Pats, il me semble. Il y a longtemps. Ouais, il a pas mal bourlingué en NFL, oui, c'est vrai. Bah, Non, faudrait t'as d'ailleurs pas tort, ouais. Oui, oui, oui. peut-être revenir sur notre épisode de 2021 quand on a dû noter son arrivée depuis les Patriots à Arizona. Je pense pas qu'on avait mis une bonne note. En tout cas, non, mais le changement qu'il a fait à Arizona est formidable, hein, avec notamment cette victoire en Alamo Bowl cette année face à Oklahoma. C'est quand même énorme ce qu'il a fait. Il est parti d'un programme où il a démarré à 1-11 pour terminer à 10-3. C'est juste exceptionnel. Pour moi, là, Washington, ce qu'ils viennent de faire, c'est un gros coup sur ce carousel. Et sincèrement, je mets la note de 18 sur 20. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux. En termes, en tout cas, même de comment dire même de futur, quoi. Voilà, le programme, il a besoin de continuer de bien recruter, il a besoin de continuer de bien jouer. C'est pas sur une ou deux saisons qu'il faut être très bon et ensuite on démarre sur des cycles et ça redevient compliqué comme on a connu du côté de Seattle. Non, là, je trouve que c'est un coach qui peut te faire voir un avenir sur les 2, 3, 4 prochaines saisons. Donc j'aime beaucoup le move. Bat. Histoire de changer, hein, je vais être assez d'accord avec Gus. Je pense que c'est un bon recrutement sur le papier, mais je le vois mal rester sur le long terme. C'est quelqu'un de pragmatique. Je pense que les difficultés financières de la fac d'Arizona ont joué dans le choix de partir à Washington. Washington, c'est un problème où c'est pas simple quand même. Ils arrivent en Big Ten. Il va falloir qu'ils recrutent mieux, hein, parce que mine de rien, il avait un prospect qui était dans son jardin à Arizona. Il n'a pas réussi à le garder. C'était Elisha Rushing, qui est parti du côté d'Oregon. Hein, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Un prospect 2024. Et on sait que voilà, il aura face à lui pour recruter en Big Ten, notamment Oregon, qui est quand même chiant à déloger de l'État de Washington. Mais sur papier, effectivement, hein, le choix est très bon. Hein, il a fait l'excellent travail du côté des Wildcats, mais son départ me laisse quand même un goût amer. Je me dis quand même qu'il y avait quand même, comme dit Gus, il y avait quand même possibilité de faire une grande saison du côté d'Arizona l'année prochaine, et que je pense qu'il aurait peut-être eu encore des plus gros programmes que Washington. Voilà, c'est un gros programme, mais je pense que peut-être d'un standing encore plus élevé qui aurait toqué à sa porte après une grosse saison. Après, voilà, c'est un choix pragmatique, je pense. Effectivement, c'est un bon recrutement. Mais voilà, est-ce qu'il n'y aura pas un poste ailleurs? Moi, je vois bien partir en NFL d'ici peu de temps. Donc voilà, je trouve que c'est un choix pareil sur le court terme intéressant. Est-ce que sur le long terme, ça sera bien? J'en sais rien. Je vais mettre un 14 pour moi. Mais je suis d'accord quand même avec toi. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux au moment? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais je vois un peu plus loin que le choix maintenant, je me dis, sur les années futures. Voilà. Autre head coach en rapport avec la Pac-12, car il a quitté Oregon State, c'est Jonathan Smith, le head coach des Beavers, qui est devenu head coach des Spartans de Michigan State. Alors Michigan State, on sait, ils ont viré Mel Tucker en cours de saison pour des affaires pas très jolies. Jonathan Smith qui sort, qui était head coach d'Oregon State depuis 2018. Hein, il a sur ces 3 dernières années un bilan j'essaye de calculer, de 25 à 13, 25 victoires pour 13 défaites, avec 3 bowls notamment, ce qui est impressionnant pour un programme, pas aussi petit, mais pour un programme comme Oregon State. Messieurs, est-ce que Michigan State, justement, Ace Lansing, c'est un petit peu l'endroit parfait pour un coach de la trempe de Jonathan Smith, c'est-à-dire ni trop grand, mais ni trop petit, parce que ça reste quand même un gros programme assez historique dans une très grosse conférence. Bah, c'est un programme assez gros pour te faire quitter ton alma mater. Voilà, parce que Jonathan Smith est ancien QB d'Oregon State qui quitte. Ça s'est pas très bien passé d'ailleurs ce départ, d'après les échos de différents insiders. Alors, il arrive dans Michigan State où il y aura besoin de calmer un peu tout ça parce que bon, le départ de Mel Tucker absolument ignoble. Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, je pense qu'il arrive dans un programme où il est quand même attendu. Il y a du pognon à Michigan State, hein, on l'a bien vu au niveau du contrat qu'avait signé Mel Tucker il y a quelques temps.
Voilà, après, moi, je ne me fais pas du tout de soucis pour Jonathan Smith. Super head coach. On dira jamais à quel point le Oregon State, c'est quand même un des boulots qui était quand même, je pense, le plus compliqué dans le Power 5 ces dernières années. C'est dur de recruter. Tu as Oregon qui est à côté, tu as Washington qui est à côté, tu as USC qui est à côté. Enfin, bref. Et malgré ça, il a réussi à créer quelque chose autour. Oregon State, on parlait presque même de poil à gratter pour gagner la Pac-12 l'année dernière. Alors, ça s'est un peu moins bien passé qu'on aurait pu espérer, mais bon, c'était quand même déjà excellent. Voilà, je pense que c'est un super head coach. Il fera du très bon boulot du côté de Michigan State. Je vais donner un 16 sur 20. J'enlève un peu des points parce que je trouve que c'est un peu triste la manière où il est parti d'Oregon State. Les Beavers l'ont un peu en travers, mais bon, c'est malheureusement le destin de ce programme-là qui rétrograde très, très clairement dans la hiérarchie. Et on va en discuter juste après. Voilà, ça me fait un petit peu peine pour les Beavers. Mais voilà, énorme coup pour Michigan State. Il va construire. Voilà. Après, il faut voir sur le côté recrutement, par contre, ce que ça va donner parce que on lui avait demandé de développer des joueurs de côté d'Oregon State. Là, je pense du côté de Michigan State, on va quand même lui demander de recruter un peu plus fort, même si historiquement, on sait que Michigan State, c'était plutôt au niveau du développement qu'ils étaient forts. Mais voilà, je pense que là, pareil, les temps ont changé, le football, il a changé, et je pense qu'on va lui demander de recruter très fort et très vite. Ouais, ça sûrement aussi à mon côté. Très bon recrutement pour Michigan State. Après, comme tu l'as dit, au niveau compétition, en termes de recrutement de joueurs, ça va quand même être compliqué, surtout sur cette position géographique. Tu es à côté de Michigan, tu es à côté de l'Ohio, tu as Minnesota à l'ouest. Enfin, voilà, il se passe pas mal de choses autour quand même. Il a embarqué dans ses valises Ed Childs, qui était la grosse recrue d'Oregon State, le quarterback. Il a embarqué quelques joueurs avec lui, donc ça veut dire aussi qu'il a des soutiens assez fidèles et qu'il est apprécié dans le vestiaire. Pourquoi pas? Je pense que la mayonnaise peut bien prendre. Après, le problème, c'est que c'est un petit peu, Michigan State, c'est un petit peu le programme, un poisson dans le lac parmi tant d'autres, parmi d'autres programmes un petit peu du même niveau en Big Ten. Est-ce que Smith va être la personne pour redorer le blason de Michigan State, qui, je le rappelle, avait été en demi-finale des playoffs il y a quelques années, etc., qui a été un très gros programme pendant longtemps? Je ne suis pas certain, mais je pense que ça sera un très bon head coach en même temps. Donc voilà, 16 sur 20, Gus, pour toi. Moi, je pense que c'est le meilleur move de ce coaching carousel. Parce qu'en vrai, comme l'a dit Baptiste, Oregon State, c'est l'un des pires programmes depuis le bowl du Nouvel An. Je crois que c'était en 2001 ou en 2002. C'était l'équipe en termes de talent la moins talentueuse du pays, le roster le moins talentueux du pays. Et il a réussi à développer cette équipe pour en faire un poil à gratter, Dixit Baptiste, en Pac-12. Et puis je pense que en fait sa façon d'aborder le football, donc c'est-à-dire à travers les lignes et le jeu à la course, ça colle très bien à la Big Ten et donc à Michigan State. Et c'est une raison de plus pour laquelle je pense qu'il est un très très bon choix. Et c'est pourquoi moi je mettrais un 18 sur 20. En parlant d'Oregon State, alors on va parler d'Oregon State qui ne sera pas en Big Ten la saison prochaine, vous l'avez bien compris. Pour l'instant, c'est de l'indépendance, c'est ça? Il n'y a pas de, ils appartiennent plus à personne, les Beavers. C'est à la Pac-12. Enfin, ouais, à la Pac-12, mais enfin, oui, à la Pac-12, mais ils sont deux, quoi. Du côté d'Oregon State, il y a une sorte de zone grise. On ne sait pas si la Pac-12 peut toujours exister. Non, elle ne peut plus exister puisqu'il faut minimum avoir 4 équipes, je crois. Bah ouais. En fait, on ne sait pas ce qu'ils font. En tout cas, ils ont signé un contrat avec la Mountain West pour jouer sur les deux prochaines saisons. J'ai un doute, 4 prochaines saisons. 2 prochaines saisons. Voilà, donc le calendrier, il est fixé, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, Gus, il y a une zone grise. Là, je pense qu'ils vont être considérés comme indépendants. Enfin, je vois pas comment ils peuvent être considérés comme dans une conférence, sachant que la conférence va disparaître. Donc à voir, mais en tout cas, voilà, ils vont jouer les programmes de la Mountain West sur les 2 prochaines saisons, quoi. Promotion interne du côté des Beavers, parce que c'est Trent Bray qui devient head coach. C'était le defensive coordinator depuis 2022, ancien linebacker coach. Il est dans le programme depuis 2018. Il a joué à Oregon State, c'est son alma mater notamment. Alors j'ai beaucoup d'hésitation sur.
Enfin, c'est quand même compliqué. Est-ce que tu peux faire mieux avec la situation? Bah ouais, en fait, c'est ça, tu vois. C'est triste parce que, mine de rien, moi, personnellement, je vais leur mettre une mauvaise note, mais en même temps, Oregon State peut pas faire grand-chose, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est encore le syndrome du on a pris le gars le plus apprécié, peut-être, enfin, évidemment, un des plus compétents, mais aussi le plus apprécié du vestiaire, et on l'a mis head coach, quoi. Voilà. Donc oui. Bon, allez, je vais être très rapide là-dessus. Trent Bray, pour moi, allez, c'est un 10 sur 20 parce que tu as cette difficulté à prendre un nouvel head coach ambitieux dans une situation aussi morose. Mais en même temps, c'est loin d'être l'idéal, quoi. Pour vous, messieurs. Bah, voilà, le programme est. Bah voilà, est un programme maintenant du groupe of five, enfin du groupe of, je sais pas combien ils sont maintenant, mais bon bref, c'est terrible à dire, mais tu peux pas faire mieux, tu auras une entrée d'argent qui sera moins forte, tu seras voilà, donc tu recrutes, enfin tu prends un head coach moins avec un CV moins important, tu fais avec ce que tu as. Il connaît la maison. Bon, je vais mettre un 10 comme toi, un 10, parce que j'ai pas, en soi, j'ai pas d'opinion sur ce recrutement-là. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Et puis voilà, il a au moins au moins on va dire la qualité de faire une transition douce, puisque bah, il a été défensif coordinateur ces dernières années. Mais voilà, il y a eu énormément de départs. Enfin, je pense que ça va être dur pour les Beavers, malheureusement. Et on fait un bisou à Beavers France qui doit être un peu en PLS. Heureusement, il y a le baseball, mais c'est vrai que pour lui, c'est compliqué. J'ai rien d'autre à dire aussi, 10 parce que je peux pas plus en juger. Messieurs, allons du côté de Chicago et Big Ten. Northwestern, donc on connaît, hein, Pat Fitzgerald qui était le head coach pendant plus d'une décennie du côté du programme. Ça s'est très mal terminé avec notamment apparemment des petits soucis de harcèlement dans le vestiaire, de bizutage, etc. Ouais, qui serait pas terrible. Donc, il a quitté ses fonctions, Pat Fitzgerald. Il a été remplacé par David Brown. En fait, David Brown, l'histoire, c'est qu'il arrive en janvier 2023. Il arrive de North Dakota State, vous connaissez, mastodonte, meilleure équipe de FCS. Il était défensif coordinateur là-bas. Il arrive pour le même poste du côté de Northwestern. Et puis, il est propulsé comme ça du jour au lendemain, alors qu'il est nouveau, comme head coach du programme. On le compte dans ce coaching carousel de cette année parce qu'il est tout nouvel head coach finalement pour Northwestern, mais il a quand même passé une saison du côté du programme de l'Illinois. Il est à 8 victoires pour 5 défaites. Une victoire en bowl au Las Vegas Bowl face à Utah en plus. Utah. Victoire. Et il a été élu Big Ten Coach of the Year. Sacrée saison. En fait, c'est un petit peu la place, tu vois, du type qui ne devait jamais être là. Donc, je ne sais pas comment exprimer ça. Mais voilà, peut-être qu'on a un Pat Fitzgerald 2.0 pour les 10-15 prochaines années. Vous en pensez quoi? De toute façon, je pense que c'est le projet pour des équipes comme Northwestern. Ce sont des universités qui ne peuvent pas se permettre de changer de coach tous les 3 ans. Pour avoir du niveau, comme ça a été le cas avec Pat Fitzgerald, qui est là depuis 2006 ou 2007, je crois, tu vois, on est encore plus proche de la double décennie que de la simple décennie. C'est qu'il faut des coachs qui s'inscrivent dans la durée. Et moi, je pars du principe que si tu gagnes 8 matchs à Northwestern, qui est un programme où il est très difficile de gagner, alors que par exemple, Fitzgerald en a gagné 8 matchs qu'une seule fois en 20 ans. Parce que la saison d'avant de Northwestern, la saison 2022-2023, je crois qu'il y a une victoire dans la saison, un truc comme ça. C'était la victoire à Dublin face à Nebraska. Nebraska. Faut aussi lui ajouter la saison Covid qui avait été excellente où ils finissent en finale de Big Ten. Mais voilà, en 20 ans, Fitzgerald a remporté seulement 2 fois 8 rencontres. Et là, David Brown l'a fait pour sa première saison dans un contexte hyper compliqué. Pour moi, ça suffit à considérer qu'il doit avoir le poste de head coach. Et je dirais même mieux, je pense pas qu'il y avait une meilleure personne que lui pour l'avoir. Donc, je mets un 16 sur 20. Voilà. Et s'il a pu le faire cette saison, il pourra la faire les années prochaines. Ouais, la vérité d'une année à Northwestern n'est pas forcément la vérité d'une autre. Hein. Ils sont un peu spécialistes de faire des années en dents de scie. Moi, je vais mettre une mauvaise note pour le message envoyé un petit peu. Le renvoi de Pat Fitzgerald par rapport aux affaires de vestiaire me semblait tout à fait approprié. Mais le remplacer par un mec qui fait partie du système, je trouve ça complètement con en fait. J'entends que effectivement les résultats sur le terrain sont très bons.
Mais est-ce que on va dire cet environnement toxique que Patrick Fitzgerald avait mis en place, est-ce qu'il est toujours là ou pas? Parce que mine de rien, tu as quelqu'un qui était témoin, ou en tout cas au moins au courant de tout ça. Donc voilà, moi je suis pas hyper fan de ce côté-là, en disant je pense que Northwestern est quand même une université que j'estimais intelligente dans ses choix de sportifs et même académiques, on va dire, parce que c'est une fac c'est une top académiquement fac académique, hyper importante. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, voilà, à titre perso. Alors effectivement, la première année est très bonne, mais voilà, j'attends de voir sur le long terme. Mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, qui tu peux mettre à sa place, etc. etc. Donc voilà, donc je vais mettre, pour le message envoyé, je vais mettre 2 sur 20. Pour le choix, je vais mettre 16 parce qu'effectivement, on ne pouvait pas faire mieux. Donc 16 plus 2, 18, divisé par 2, ça fait 9. Donc 9 sur 20 pour moi. Je peux même pas, moi, je peux pas donner de note en fait, parce que si tu considères David Brown avant sa saison, avant de savoir ce qui allait se passer quand finalement il est promu head coach, je t'aurais mis un 5 sur 20 parce qu'il sort de FCS. Alors, ok, mais il est coordinateur défensif, il est tout nouveau dans cette équipe de Northwestern. Personnellement, j'avais pas compris le move à l'époque. Maintenant, après cette saison, oui, je peux te mettre une note bien, bien au-dessus. Je peux te mettre du 16, du 17. Voilà. Évidemment, Big Ten Coach of the Year. Enfin, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, c'est un peu compliqué, je trouve, de noter ça après une saison quasi complète. Voilà. Indiana, messieurs. Alors Indiana, c'est très intéressant. Le programme qui était à la déchetterie, c'était compliqué. Tom Allen qui nous avait sorti une bonne saison pendant l'année Covid, puis après plus rien. Il a été viré. Il est passé défensif coordinateur d'ailleurs du côté de Penn State. Ça va, il s'en sort bien, Tom Et Allen. puis, il est parti avec un très gros buyout, qui était, Oui, aussi. je Ouais. crois, le C'est pour ça que j'ai 3e mis ou autant de temps. 4e plus gros de l'histoire du college football, ce qui est drôle. Ouais. Lui, il peut remercier le Covid. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent le dire, mais lui, il peut le dire quand même. Ouais. Il est remplacé, et là, c'est pareil, c'est assez impressionnant et très audacieux, par Curt Cignetti, qui était le head coach de James Madison. Alors, James Madison, vous en avez entendu parler dans certains de nos épisodes, notamment par Guigui, qui était fan du programme. Il sort de. Alors, il était head coach depuis 2019. Il sort de 2019, 4 saisons. Ouais, 4 saisons à peu près, à 52 victoires pour 9 défaites. Énorme palmarès pour Curt Cignetti. Est-ce que le palier supérieur, notamment la Big Ten, avec un programme comme Indiana, ça va fonctionner? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? En tout cas, il a l'air hyper impliqué dans son nouveau rôle. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo à Indiana avec l'équipe de basket où il envoie des scuds à Ohio State et Michigan. Je sais pas, je dirais que ça m'a presque un petit peu déçu de le voir autant oublier James Madison, de pas trop se faire petit après son départ, de pas l'avoir eu modeste. Mais gros, c'est un 13 années en tant que head coach. Il a jamais eu une saison avec un bilan négatif. Bon, certes, il est aussi avec James Madison, ce qui aide, mais c'est un winner, ce gars. Et je pense que voilà, Tom Allen, il y avait un petit côté un peu pantouflard à Indiana. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, tu amènes un gars qui n'a que pour obsession que de gagner, et j'ai du mal en fait à trouver des circonstances aggravantes ou des choses, des arguments pour le descendre. Donc moi, je trouve que c'est un très très bon move, et allez, je mettrais un 15 sur 20. Pour moi, c'est typiquement peut-être le meilleur choix de l'intersaison, au vu du calibre du programme et du calibre du coach qu'ils attirent. C'est un mec qui a gagné partout où il est passé. Voilà, je veux dire, James Madison, ils viennent de FCS, ils font 2 premières saisons à FBS qui sont quand même extraordinaires. Enfin, il faut quand même le reconnaître. Et bon, je pense que il est quand même grande partie responsable de ça. Et je pense qu'Indiana, pareil, hein, tu as la croisée des chemins dans une nouvelle Big Ten et tout. Enfin, il faut qu'il se replace dans la hiérarchie par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est un choix qui est assez énorme. Le programme de basket a du mal à retrouver ses lettres de noblesse. Et on sait que le foot est de plus en plus important dans les facs. Et je pense que voilà, c'est un choix assez sympa. Je dois avouer que je suis assez surpris qu'il ait pris ce programme-là parce que je sais pas, je trouve que il y avait peut-être mieux pour lui, entre guillemets.
Mais voilà, moi, je me fais pas de soucis pour lui. Je vais mettre un 17 sur 20 parce que c'est un super head coach et qu'il arrive dans une situation qui est pas simple. Et je trouve que ce choix d'aller là-bas, c'est assez audacieux de sa part. Alors effectivement, comme tu dis, ça change un peu quand même de Tom Allen. Mais voilà, très bon choix de la part des Hoosiers. Alors ça veut pas forcément dire qu'ils vont être jouer le titre de la Big Ten chaque année, mais voilà, au moins ça a remis un coup de fouet au programme et ça c'est cool parce qu'en dehors de la saison 2020, c'était quand même tristouille, hein, les Hoosiers. Donc très bon choix, ouais, donc 17 sur 20 pour moi. Et moi, ça sera un 16 sur 20. C'est compliqué quand même pour Indiana de trouver un nouvel head coach qui... Et surtout de débusquer un head coach comme ça. Hein. Le mec, il était vraiment en place dans son programme. Alors, ok, il va avoir plus d'argent du côté de Bloomfield, mais en dehors de ça, ça reste... Bloomington, je crois. Bloomington, ouais, C'est désolé. C'est pas Bloomfield. Je sais plus, mais il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Si, t'as raison, il y a un truc. Mais, voilà, le mec, il était quand même dans une assise confortable du côté de James Madison. Il gagnait de partout. Je me dis même qu'il aurait peut-être pu viser un meilleur programme s'il partait un an plus tard. Non, donc très belle prise d'Indiana. Je pense que voilà, de toute façon, faut tenter. Il n'y avait pas mieux à faire. Un 16 sur 20. Un 16 sur 20 parce qu'il y a toujours cette petite réflexion du Signetti n'est pas forcément habitué à la défaite ces dernières saisons. Là, il va devoir s'y habituer. Comment ça va se passer? Voilà. La SEC, messieurs, notre conférence favorite, bien évidemment. Non, alors SEC, dit tremblement de terre, là, évidemment, le plus gros tremblement de terre de cette off-season, bien au-dessus d'Arbao, c'est Nick Saban qui prend sa retraite soudaine, sans terminer la saison sur une victoire en College National Championship. On s'imaginait tous que c'était normalement la fin de Saban après une victoire finale, mais non. Ils se font sortir en demi par Michigan et puis ouais, Saban annonce soudainement qu'il met un terme à sa carrière. Alors, on ne connaît pas exactement les détails. Il y avait eu des histoires comme quoi sa femme était peut-être malade, etc. Mais bref, rien de sûr. Voilà, on met ça de côté. On rend juste hommage à la personne qui peut-être a été ou en tout cas a été une des plus grandes figures du college football et de son histoire. Il est remplacé et là, messieurs, c'est un choix. Alors, il y avait toute une liste pour Alabama et je pense que sur cette liste, je ne sais pas pour vous, moi j'ai quand même été assez étonné que ce nom revienne autant et soit notamment dans vraiment dans la shortlist, quoi. C'est Kalen DeBoer, le coach de Washington, qui arrive du coup du côté de Tuscaloosa. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de DeBoer qui sort d'une finale, finalement, défaite de Washington face à Michigan? Alors, déjà, je vais être paradoxal, mais je pense que la qualification au CFP a fait vachement de mal à Bama. Dans le sens où le timing du départ de Saban a foutu un peu la merde. Paradoxalement, c'est plus simple de remplacer ton head coach en fin du mois de novembre, début du mois de décembre, qu'au plein mois de janvier où finalement tu te lances sur la saison dernière. Donc pareil, le timing fait que tu n'avais pas 150 000 candidats. Je pense que le premier, et je pense que le choix numéro 1, c'était Dan Lanning, le head coach d'Oregon. Il n'a pas voulu dire. Voilà, donc après, tu regardes ce que tu peux prendre. Et très concrètement, le meilleur head coach qui était disponible et partant pour venir à Alabama, c'était Kalen DeBoer. Donc tu vas chercher Kalen DeBoer. Aussi simple que ça, quoi. Les autres candidats, Sarkisian, ne voulait pas bouger de Texas. Dabo a quand même le prospect Dabo, on va dire, a très clairement pris du plomb dans l'aile depuis quelques années, notamment à cause de sa gestion du portail des transferts. Kirby Smart, il bougera pas de Georgia. Voilà, tu n'avais pas 150 000 candidats. Kalen DeBoer était le plus à même, je pense, à ce niveau-là. Tu pars là-dessus, c'est le choix le plus safe. Alors, je ne pense pas qu'il soit capable d'aller aussi haut que Nick Saban, qu'on soit très clair. On ne lui demande pas ça de toute manière. Mais je pense que c'est le principe du le ceiling le floor le plus faible, le plus haut, entre guillemets, qui te permet de dire on peut choper des saisons à 10 victoires et c'est le minimum qu'on attend à Alabama. Et je pense que de ce côté-là, c'est le choix le plus sûr.
Donc effectivement, c'est pas le nom le plus clinquant, mais pareil, il a gagné partout où il est passé. Donc les gagnants, bah, ça gagne peu importe où ils sont. Et c'est le cas de Kyle Debord. Donc c'est pas très sexy. Il n'est pas hyper charismatique. Et je sais que c'est vachement revenu là-dessus. Mais je rappelle que le meilleur coach du pays, il a quand même le charisme d'un croupier d'un casino à la Grande Motte. Donc voilà, donc je trouve que c'est assez. Je trouve que voilà, ils ont fait un bon recrutement et moi je vais mettre 14 sur 20. Je pense que c'est fair, comme on dit. Voilà. Ah, j'étais aussi parti sur 14 sur 20 pour. Pareil, tiens, bah dis donc, on lit dans nos pensées, les gars. Putain, ouais, on s'est pas donné les notes avant qu'on soit très clair. Hein. Parce que 37 victoires et 9 défaites en tant que coach, il a gagné 3 titres de. Moi, je dis NAIA, N-A-I-A, avec Sioux Falls. À Fresno State, il a été excellent. À Washington, parce qu'il hérite d'une situation très difficile à Washington et il en fait un finaliste national. C'est un putain de winner. C'est peut-être le plus gros winner du college football. Et là, à cet égard, il est dans le même débat que les Kurt Signetti, etc. Maintenant, est-ce qu'il est sec compatible? Tu parlais de charisme, Baptiste. Il a jamais entraîné dans le sud des USA, que ce soit en sec ou dans les conférences comme la Sun Belt ou bref, dans des territoires où on recrute, où il faut très bien recruter. Donc, est-ce qu'il sera capable de s'habituer à cela? Est-ce que il arrivera à avoir le réseau nécessaire pour recruter là-bas? Je pense qu'il sera aidé parce qu'il est à Alabama. Mais voilà, moi j'ai encore des doutes sur sa compatibilité avec la SEC, d'autant plus qu'il n'a pas nommé de coach de SEC. Hein. Son coordinateur défensif, c'est Maurice Linguist, qui était le head coach de Buffalo. Son coordinateur offensif, c'est Nick Sheridan, qui était le tight end coach de Washington, et non plus Ryan Group qui part aux Seahawks prendre le poste aussi de coordinateur offensif. Ça fait quand même quelques arguments à sa défaveur, mais voilà, moi je mets 14 quand même parce que c'est un winner et je pense que le football doit passer avant toutes les autres considérations. Et moi, je suis de l'avis d'Augustin, hein. C'est qu'en fait, finalement, Fresno State, Washington, les environnements étaient quand même plutôt calmes comparés à la SEC et à surtout Alabama. Hein. On parle du Crimson Tide, c'est vraiment... tout ce qu'il y a autour, va falloir le gérer. Va falloir gérer un terrain de recrutement qui est ultra compliqué, encore plus que quand tu as Oregon, juste Oregon face à toi, bon, USC, ok. Mais en dehors de ça, il y a 10 000 paramètres là, supplémentaires qu'il va devoir prendre en compte. Debord, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain à 100%. Donc, moi, je reste sur un 14 sur 20. C'est peut-être le meilleur choix dans les possibilités qu'il y avait. C'est un gagnant. Mais est-ce que ça va matcher avec un environnement du Sud? Encore une fois, hein, il vient pas de là, il n'a pas évolué dans ce milieu-là de sa carrière de Burn, donc à voir. Voilà. Mais même Saban, hein, Saban avait commencé à Kent State et Michigan State, mais Ouais, entre-temps, il avait fait une pige à LSU. LSU, oui, champion national. Quoi. Alabama. Regardez, d'ailleurs, c'est marrant, mais regardez un petit peu la plupart des gros coachs, que ce soit en CFB ou en NFL, la plupart des gros coachs viennent tous du nord-est des États-Unis. Ah bah, c'est le cradle of coach, on appelle l'Ohio, la réputation d'être un peu là où tout a commencé d'une certaine façon. Et effectivement, c'est marrant de se dire qu'il y a finalement beaucoup de coachs du Nord plus que du Sud. Quoi. Donc c'est... Ouais, après, pour Debord, il y a un signal quand même positif. C'est le recrutement de Ryan Williams, hein, qui est donc recrue 5 étoiles, qui a décidé de rester. Il a été commit à Alabama et malgré le changement de coach, il a décidé de rester là-bas. Je trouve ça quand même au moins un signal positif sur le début, parce qu'au départ, ça a quand même chougné un petit peu, notamment les fans, parce que ça a été un petit peu compliqué les premiers jours, mais voilà, il y a ça. Après, d'un autre côté, moi, ce recrutement-là, paradoxalement, il me fait un petit peu penser à celui de Brian Harsin du côté d'Auburn. En espérant que ça ne soit dans la même... Enfin, en termes de CV de coach, alors, Brian Harsin n'avait pas la même succès sur un gros programme, on est d'accord. Et ça m'a fait penser un peu à ça, tu vois, ce même type de coach qui avait beaucoup coaché en Mountain West, ou enfin du côté de la côte ouest des États-Unis, et qui arrive en sec avec tout ce que ça comporte derrière. Voilà. Donc, je souhaite pas, hein, le même destin, on va dire, mais ça me fait un peu penser à ce profil-là. Donc, il y a quand même un vrai risque quand même que ça se passe mal, entre guillemets. Mais je pense que c'est un risque calculé quand même de la part de l'Alabama, quoi. Faudra éviter les intendantes. Texas A&M,
Mike Elko, l'ancien défensif coordinateur du programme pendant 3 ans, puis ensuite head coach de Duke pendant 2 ans. On a bien vu les prouesses qu'il a fait du côté de la Caroline du Nord. Remplace Jimbo Fisher. Alors Jimbo Fisher, ça faisait longtemps que la page devait se tourner. Il avait un buyout assez immense. C'était la grosse complication du côté du Texas. Messieurs, Elko, je pense que c'est un choix qui est logique. Personne n'est choqué de ce choix-là. Est-ce que ça va fonctionner en revanche? Passer quand même. Alors, ok, il a eu du temps du côté de TAMU, il connaît bien le programme, etc. Mais en revanche, passer d'un programme comme Duke, où tu as peut-être moins de pression, où tu as une équipe de basket qui prend le dessus finalement sur le reste, donc, qui te laisse un petit. Enfin, voilà, c'est toujours pareil dans une fac, vous le savez, quand tu as un programme plus fort qu'un autre dans la même fac, bah, forcément, tu as moins de stress pour le programme moins connu ou moins fort. Elko a fait de l'excellent boulot, du coup. Mais est-ce que voilà, ça va suffire pour un programme comme Texas A&M qui essaye depuis des années finalement de se mettre au niveau des Bama, des Georgia, qu'on le veuille ou non? C'est ça, c'est ce qu'ils visent. Je trouve que cette nomination a été une preuve de modestie pour le département athlétique de Texas A&M qui nous avait habitués à tout faire un petit peu dans le grandiose, quoi. Aller chercher Jimbo Fisher après le titre, quelques années après le titre à Florida State, on aurait pu penser qu'ils allaient retomber dans les mêmes travers à vouloir prendre du bling-bling, payer très très cher un buyout ailleurs pour s'attirer les services d'un des meilleurs coachs du pays. Là, ils vont chercher un très très bon coach qui a gagné à Duke, qui a fait deux très belles saisons à Duke, qui connaît Texas A&M puisqu'il y a été coordinateur défensif pendant 3 années. Et moi je trouve que ils ont décidé ils ont marqué une petite rupture en ne choisissant pas un gros nom. Et de facto, en fait, il aura moins de pression que Jimbo Fisher sur les épaules, Mike Elko. Et je pense que c'est quelque chose qui va bénéficier à Texas A&M. C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne nomination et j'aurais peut-être été déçu qu'ils aillent chercher un gros nom en me disant que ça aurait été la même rengaine qu'avec Jimbo Fisher, le nom avant tout. Et c'est pour ça que moi je mets un 15/20. J'augmente ma note initiale. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gus. Je pense que le choix il est naturel. De toute façon, quand on est parti à Duke, on imaginait qu'il allait revenir à Texas A&M les années suivantes. Enfin voilà, que c'était un peu pour lui un espèce d'examen de passage avant de rentrer, de revenir du côté de College Station. Voilà, c'est un super head coach enfin, il a fait de l'excellent boulot du côté de Duke. Il s'est très bien entouré, je pense, notamment au niveau de son coordinateur offensif, qui arrive du côté ouais, tout à fait, qui arrive depuis Kansas State. Ça, c'est une nomination que j'aime bien et je pense que ça va lui beaucoup l'aider parce que voilà, au niveau défensif, voilà, on connaît son pédigré à Makeko, donc ça n'a pas de souci. Voilà, et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, derrière qui Colin Klein a terminé au Heisman quand il était quarterback à Kansas State? Ouf. Oh putain, je l'avais lu. Est-ce que là, il est quoi Ah bah oui, parce qu'il était. Ouais, c'est ça. Je cherchais son année de naissance. Manti Te'o et Colin Klein. C'était lui. Ouais, c'est ça, ouais. Marrant. C'est l'année Théo. Ouais. Et donc voilà, donc il a fait de l'excellent travail du côté de Kansas State. Donc voilà, je pense que c'est très bien entouré de la part de Mike Elko. Moi, je me fais pas de soucis. Tout à fait d'accord avec ton analyse. Je trouve que c'est bien de tomber sur un peu un blue collar coach plutôt qu'un white collar, j'ai envie de dire. Donc je pense que ça va fonctionner dès la première année. Et ça, c'est cool. Même si, comme tu l'as dit très bien dit, il aura peut-être moins de pression que Jimbo. Il a réussi à faire de l'excellent boulot sur le portail des transferts. Ils se sont bien renforcés les Aggies. Donc moi, je me fais pas de soucis pour lui. Et je vais monter jusqu'à 16/20. Et ouais. Moi, je vais rester à 14. J'ai quand même peur des attentes en fait qu'il y a autour du programme, les attentes des boosters de ce programme qui sont énormes et qui mettent énormément de pression chaque année sur le département athlétique et puis également les attentes des fans. En espérant qu'il les ait revus à la baisse, bien évidemment, mais je ne suis pas certain. C'est le Texas, c'est la SEC en même temps, c'est un mix des deux, c'est assez explosif. Donc, bon, je souhaite vraiment, je pense qu'Elko est peut-être un des choix les plus réfléchis de ce coaching carousel,
très clairement. Mais voilà, encore une fois, j'espère qu'ils vont lui donner le temps, tout simplement. Et le problème, c'est que dans ce genre de programme, le temps, il n'y en a pas toujours forcément. On sait qu'il y en a eu pour Jimbo Fisher parce que c'était la stature du coach, plus le buyout à payer derrière et le fait que le mec arrivait à très bien recruter. Là, pour Elko, j'ai un peu peur que ce soit différent. Du coup, on va passer du côté de l'ACC et on va passer du côté de Duke. Et Duke, c'est la catastrophada, très clairement. Départ de Mike Elko, remplacé par mon ami, mon coach préféré, Manny Diaz, l'ancien head coach de Miami et surtout le defensive coordinateur de Penn State cette année. Messieurs, avant que je l'ouvre, que pensez-vous de ce mouvement ? Je pense que je vais être un peu plus optimiste que toi, Elio, au vu de ton ton. Je pense que Manny Diaz a loupé du côté de Miami, mais qui réussit du côté de Miami, en fait, c'est surtout ça la question. Je pense qu'il a fait du bon boulot du côté de Penn State. Je pense que un programme comme Duke va lui aller parfaitement. Il n'aura pas trop de pression. Il aura un peu les coups des franges, je pense. Donc moi, je suis assez, alors pas optimiste, mais je pense que c'est pareil, hein. Je ne pense pas qu'il pouvait faire bien mieux que ça. Est-ce que Jim Knowles, leur ancien défensif coordinateur et actuellement coordinateur défensif de Ohio State, était intéressé? Ça aurait pu être un nom intéressant, mais voilà, je ne pense pas. Il a préféré rester du côté des Buckeyes. Voilà, moi je pense que ça va le faire. Alors, il ne va pas falloir s'attendre à des saisons à 10 victoires. Mais voilà, là, pour gagner tout de suite, je pense que c'est un choix intéressant. C'est un coordinateur défensif, donc c'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas de gros changements par rapport à Mike Elko. Voilà, je vais mettre un 12. Voilà, je pense que c'est un choix honnête. Gus ? Je pars aussi sur un 12-13. Très bon coordinateur, mais est-ce que c'est un bon head coach? Ça reste à prouver, mais comme l'a dit Bat, tu as la circonstance atténuante que c'était à Miami et que personne à Miami a réussi à faire quelque chose depuis 20 ans. Moi, je mets un 5 sans souci. Alors, peut-être seul point fort, il a passé quelques années du côté de NC State, donc voisin de Duke. Il connaît un petit peu la région, il saura où mettre sa maison, etc. Non, en dehors de tout ça, le mec, il a quasiment. Pour moi, en fait, il fait partie de cette caste des gens qui sont collés à être coordinateur et pas être coach, tout simplement. Il a été défensif coordinateur dans plein d'équipes. Il n'est jamais trop resté longtemps. Donc, c'est pareil, c'est pas un bon signe pour moi. À Miami, je suis désolé, pendant quand même un moment, il avait. Alors, ok, personne n'a réussi à Miami, machin. Mais il était quand même sur une période où, à part Clemson, tu n'avais pas de gros mangeurs face à toi et il avait d'excellents joueurs et ça jouait horriblement mal, mais vraiment horriblement mal. Là, avec un programme plus petit comme Duke, qui en plus a perdu Riley Leonard, qui en plus a perdu quelques joueurs sur le portail après le départ de Mike Elko, je suis vraiment pas sûr que c'est lui qui va faire remonter le programme. Et pour parler de sa saison avec Penn State, il fait d'excellents matchs face à des équipes pas fortes. Et dès qu'il a fallu affronter des grosses équipes, ça s'est un peu fait dessus au niveau de la défense des Nittany Lions. Donc voilà, non, j'ai aucune confiance en Manny Diaz. Messieurs, Boston College, alors là, c'est pareil, c'est surprenant. C'est assez surprenant. Jeff Hafley, qui est parti en tant que coordinateur défensif du côté des Green Bay Packers en NFL. Hafley, qu'on avait clairement sa claque en fait du college football, parce qu'il a très clairement dit qu'il n'était pas... que maintenant, être head coach en college football, c'est plus faire du social, du recrutement, s'occuper de la NIL et ce genre de choses que vraiment coacher. C'est d'ailleurs un bruit qu'on entend de plus en plus parmi les coachs. Voilà. Il est parti du côté de la NFL et il est remplacé par justement un ancien de NFL, Bill O'Brien. Bill O'Brien, alors c'est un pur produit de Boston, vous l'entendez au nom de toute manière. Si c'est pas Boston, c'est Galway. Il vient de là-bas. C'est pas le défenseur de Lyon? Oui, Parle mieux de la meilleure recrue lyonnaise cette année, s'il te plaît, Gus. D'ailleurs, on est le samedi 17, victoire 1-0 face à Nice des Lyonnais hier. Tout à fait. Et bon, j'ai pas la webcam, mais vous voyez pas, mais je porte fièrement les couleurs de l'Olympique Lyonnais, bien évidemment.
Bill O'Brien, qui est l'ancien head coach de Penn State, l'ancien head coach des Houston Texans en NFL pendant longtemps, avec alors, il y a eu toutes les histoires d'Ishaun Watson, il y a DeAndre Hopkins, etc. Mais c'était lui. L'ancien coordinateur offensif d'Alabama, avec notamment une excellente saison d'un certain Mac Jones. Et puis l'ancien coordinateur offensif des Patriots, il avait suivi Mac Jones chez les Patriots, c'est beaucoup moins bien passé. Bon, après, quand tu es sous Bill Belichick et que tu dois faire jouer une attaque, c'est toujours compliqué. Voilà, mais c'est quand même un très gros nom qui arrive du côté de Boston College. Ça vous surprend pas, messieurs? Si, évidemment, mais enfin, oui, qui pensait que Boston College allait réussir à ramener, comme tu l'as dit, un poisson comme Bill O'Brien, d'autant plus qu'il venait d'être nommé coordinateur offensif à Ohio State, donc c'est-à-dire qu'il a accepté de quitter Ohio State pour aller à Boston College. J'ai du mal à voir ce move d'un point de vue juste personnel, juste en ce qu'il le regarde, comme un move un peu pantouflard, quoi. Il y va pas avec des ambitions à Boston, il y va pour se poser pendant quelques années avec sa famille, je suppose. Enfin, j'ai du mal à voir sportivement ce qu'il y gagne, surtout quand tu vois le contexte. Jeff Hafley quitte le programme parce qu'il estime que la NIL et voilà, le nouvel environnement du college football l'empêche de pouvoir coacher et l'amène en fait à devoir se battre toute l'année pour maintenir ses joueurs dans l'effectif. C'est pour ça que j'ai un peu de doute. En fait, j'adore le nom, mais je me dis pourquoi il va à Boston College et les raisons que moi je me donne sont pas hyper, c'est pas hyper flatteur, quoi. Donc j'ai du mal à trouver que c'est j'ai du mal à me dire que ça va marcher. En fait, je pense que c'est une bonne nomination, mais j'ai du mal à me dire que ça va marcher. Donc je partirais aller sur un 13/20. Mais c'est parce que je suis de nature optimiste. J'aurais pu mettre moins, mais voilà, 13/20. Pour moi, c'est la nomination la plus surprenante de cette intersaison dans le Power 4, certainement, et même dans tout le college football, peut-être avec Bronco Montréal du côté de New Mexico, dont on va parler après. Mais en fait, pour moi, c'est un super choix. Alors, un super choix, pourquoi? Parce que on a tendance à l'oublier, mais Bill O'Brien, c'est pas un mauvais head coach. C'est un mauvais GM, ça c'est sûr, mais c'est pas un mauvais head coach. Alors, c'est pas un mauvais head coach. T'as raison. Non, mais parce que tout le monde lui a tapé dessus avec, vous vous souvenez du trade d'Andre Hopkins, comment il s'appelait le running back qu'ils avaient recruté? Elio, tu dois te souvenir, toi? Le trade. Non, mais ouais, enfin, en tout cas, Hopkins qui part chez les Cardinals. Ouais, chez les Cardinals. Et tout le monde lui avait tapé dessus à juste titre. Et un deuxième tour, je crois, c'était un truc comme ça. Mais au niveau des résultats purement sur le terrain, les Texans, c'était quand même pas trop mal. Alors, effectivement, depuis quelques années, en termes de coordinateur offensif, c'est pas la folie. Il a un peu du mal du côté de Alabama, paradoxalement, alors qu'il avait une super équipe. Et voilà, au niveau des Patriots, c'était pas non plus la folie. Voilà, bon. Mais je reste quand même persuadé que il a le potentiel pour être un bon head coach, et c'est déjà très bien pour une équipe comme Boston College. Il faut quand même être conscient des forces que tu as. Au niveau de Boston College aussi. Ouais. C'est un mec qui est né à Boston, qui a fait. C'est un mec du coin. Effectivement, tu te dis pourquoi il est foutu dans cette galère-là. Mais moi, je trouve que c'est un choix courageux de sa part. Il va pouvoir avoir ce côté. J'ai coaché longtemps en NFL, je sais comment préparer des gens en NFL, et ça, mine de rien, je pense que les recrues vont être quand même sensibles à ça. Alors, vous n'attendez pas forcément à avoir débarqué des 5 étoiles, mais on sait que ça peut être quelque chose qui plaît aux recrues, quoi. Donc moi, je vais être assez optimiste. Pareil, il faut voir par rapport à quel programme tu es. Donc, je vais donner un 14 quand même. Je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. Je trouve que c'est un choix hyper courageux quand on voit tous les mecs qui sont partis chercher des postes de coordinateur plutôt que des postes de head coach. Donc, voilà. Donc, moi, je vais être un 14 pour B.O.B. Et je vais quand même suivre ça d'un œil attentif parce que je trouve que c'est assez sympa. Et je pense aussi que les fans de Boston College sont bien contents parce que c'était soit Bill O'Brien, soit Al Washington, le coach de la D-line de Notre-Dame, qui avait aucune expérience en tant que coordinateur ou en tant que head coach. Et voilà, l'opportunité d'un point de vue de ce point de vue-là, c'était la meilleure opportunité, quoi, de prendre Bill O'Brien. Donc je pense qu'ils se disent ouf. Il y a cette idée, vous savez, des fans de sport de Boston, d'une identité très marquée quand on grandit, on vient de Boston, etc. On l'arbore fièrement.
Et pour moi, je me dis, un mec comme Bill O'Brien, qui est du cru, qui a passé énormément de temps là-bas, même dans sa carrière, euh, est-ce que justement, il va pas être dans cette optique-là de finalement remettre vers l'avant Boston College, qu'il a vraiment envie de réussir avec le programme sincèrement et purement vis-à-vis de ses origines, tout simplement. Donc non, moi je trouve ça intéressant. Je trouve que le coût est énorme pour un programme qui était aussi désuet que Boston College ces dernières années. Enfin, il ne pouvait pas faire mieux, en fait. Voilà, tout simplement. Et oui, son nom peut attirer quelques joueurs, ou même sur le portail des transferts. Voilà, ils savent qu'ils vont être formés à la bonne école pour partir en NFL, parce que évidemment que c'est le but d'énormément de joueurs. Et ça risque de jouer d'entendre Bill O'Brien. Et je pense aussi que c'est une de ses dernières chances en tant que head coach et qu'il a beaucoup à prouver et que non, il va pas forcément essayer de se mettre, rester dans ses pantoufles, comme c'était dit juste avant. Donc non, très, très beau move. 16 sur 20 juste pour l'audace de Boston College et surtout pour réussir à attirer un coach comme ça dans un programme qui est aussi compliqué. Syracuse, messieurs, on reste dans le nord-est des États-Unis, cette fois-ci dans l'État de New York. Frank Brown, le DB coach de Georgia depuis 2022, qui arrive à la place de Dino Babers. Dino Babers qui est parti en tant qu'offensive coordinateur du côté d'Arizona. Messieurs, petite introduction, je sais que Gust était fan de ce choix. Moi aussi, dans le sens où Frank Brown est tout simplement un excellent recruteur. À Georgia, il a commit nombre de joueurs 4 étoiles très très haut classés, mais il a aussi commit 4 ou 5 étoiles. Là, sur ce qu'il a déjà ramené sur le portail des transferts et en tant que commit du côté de Syracuse, il ramène 2 gros 4 étoiles et il ramène énormément de bons joueurs sur le portail des transferts, d'anciens joueurs très haut classés, mais aussi Kyle McCord qui était le quarterback titulaire d'Ohio State la saison dernière. Chose tout à fait exceptionnelle parce qu'il y avait tellement d'équipes qui avaient besoin d'un quarterback confirmé cette année que voir McCord atterrir du côté de Syracuse, c'était inattendu au possible. Ça commence bien pour Frank Brown. Qu'est-ce que vous pensez là de ce move? Je suis pas forcément fan du choix, je suis plutôt fan du raisonnement. Enfin, je suis plutôt. Ouais, non, peut-être pas fan, faut pas exagérer, mais j'aime le raisonnement derrière. Euh, on voit aujourd'hui qu'avec le portail des transferts et le recrutement, que ça a pris une place qui a jamais été aussi importante. Et maintenant, pour certains départements athlétiques, l'idée, c'est d'avoir un general manager avant d'avoir un coach. C'est le cas de Frank Brown. C'est l'un des meilleurs recruteurs du pays. Syracuse fera des gros coups les prochaines années. Et en fait, pour lui, dans son rôle de general manager, son succès dépendra de sa capacité à s'entourer de bons coachs, donc de coordinateurs. Et s'il arrive à prendre ce rôle de GM et à déléguer la tactique, le coaching à ses coordinateurs en s'entourant des bonnes personnes, et Syracuse pourrait être une bonne équipe. J'ajoute aussi qu'il a coaché à Rutgers et Temple, c'est-à-dire qu'il connaît bien le nord-est des États-Unis, qui est le pool dans lequel Syracuse va recruter. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et puis, tu as aussi quand même une petite rupture avec Dino Babers qui était, je vais pas dire lisse, mais voilà, quand on attendait que le programme se bouge un petit peu, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est un choix qui permet de se rappeler que Syracuse existe en collège football parce qu'il y avait une espèce de, je sais pas moi, il inspirait rien ce programme et je pense que en 2024, tu as besoin d'insuffler un nouveau souffle voilà, au programme et je pense que c'était très bien. Enfin, faut pas. C'est quand même un programme de l'État de New York, quoi. Je veux dire, tu peux le vendre quand même, ça, je pense aux recrues. Alors, effectivement, tu n'es pas à New York même et tu es plutôt au nord de l'État, pas loin, trentaine de kilomètres du Québec. Mais je pense que c'est quand même un programme qui peut être plus haut qu'il ne l'est actuellement, qu'il l'était sous les années Babers. Et je pense que tu peux le vendre, quoi. Et puis, il le montre. Donc, voilà. Après, le recrutement, ça va pas être un problème. Voilà. Maintenant, il va falloir gagner des matchs sur le terrain. Et donc, voilà, ça demandera une autre expertise à voir ce que ça va donner. Mais sur le papier, c'est un des recrutements les plus réussis sur le très court terme, hein, avec voilà, deux mois de recul. Mais je pense que les fans de l'Orange peuvent être assez excités. Moi, je vais donner un solide 14 parce que je pense que c'est typiquement le genre de recrutement qu'il faut pour un programme de la taille de Syracuse, tout simplement. Pareil pour moi, 14.
Il s'est plutôt bien entouré. Il a pris l'intérim head coach de Texas A&M et defensive coordinator de TAMU avec lui, Elijah Oui, Robinson. comment il Il a s'appelle? récupéré. Elijah Robinson, Elio? Ouais, Bah, qui était le meilleur recruteur du pays pendant des années. C'est lui qui a recruté tous voilà. les D-line à Texas A&M. En fait, j'ai regardé un petit peu le coaching staff là, de Syracuse qu'il a ramené dans ses valises. C'est quand même très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le choix. J'aime beaucoup oser le pari de prendre surtout surtout dans le college football de maintenant, c'est triste à dire, mais c'est aussi une réalité. Prendre le pari de prendre plus un recruteur qu'un head coach en lui-même. Pour un programme comme Syracuse, en tout cas, voilà, ça va être une sorte de laboratoire à ce niveau-là. Ça va être intéressant à suivre. Donc, moi, je trouve que c'est un bon pari. C'est un bon pari. Pareil, ils ne pouvaient pas faire forcément mieux, les Orange. Donc, voilà, 15 sur 20. Big 12, Arizona, où donc Dino Babers est parti en tant que coordinateur offensif. Jedd Fisch donc est parti d'Arizona du côté de Washington. Et en arrivée, on a le head coach de San Jose State en Californie depuis 2017, Brent Brennan, qui reste sur un bilan comptable de 34 victoires pour 48 défaites. Ces dernières années, je crois qu'il était à 7 victoires pour 5 défaites cette année. Clairement, pas un choix sexy pour Arizona qui était sur une pente ascendante, même fulgurante, j'ai envie de dire. Ouais, assez d'accord avec toi. Faut savoir que Brett Brennan était déjà un des deux finalistes il y a 3 ans quand Jeff Fish avait été nommé. Donc voilà, donc c'est un choix qui ne sort pas de nulle part non plus. Pareil, je m'attendais peut-être un petit peu mieux. Je me demande, enfin, j'aurais bien vu prendre des risques avec un coordinateur jeune. Je sais pas, il y a peut-être d'autres Un choses Sean à faire Lewis? que. Ouais, c'est Pardon? vrai. Un Sean Lewis? Oui, par exemple. Ça, c'était un choix que je trouvais intéressant. Alors, je pense qu'effectivement, c'était peut-être un peu plus risqué. Et je pense que j'ai parlé des problèmes financiers de la fac. Je pense que malheureusement, ils ont fait au mieux avec les risques calculés. Brett Brennan n'amènera pas Arizona au College Football Playoff, ça je pense qu'on peut tous l'entendre, mais il ne sera pas catastrophique non plus à mon avis. Il a fait du boulot correct du côté de San Jose State, je pense qu'il fera du boulot correct du côté d'Arizona, mais voilà, je pense qu'ils vont rentrer dans une espèce de ventre mou du college football, qui est pas forcément bon pour le programme et qui est pas forcément en accord avec ce que Arizona avait montré notamment cette année. Je pense que ça va être compliqué, notamment lors de leur première année, parce que mine de rien, il y a eu pas mal de départs aussi. Et que mine de rien, les fans d'Arizona, ils ont goûté à ces victoires-là cette année. Et que quand tu arrives dans un programme qui gagne, forcément, tu n'as pas les mêmes attentes que quand tu arrives à un programme qui a 1-11. Donc ça va être compliqué. Moi, je ne suis pas hyper convaincu par ce choix-là, mais c'est un choix de la raison, je pense aussi, de la part des Wildcats. Donc je vais mettre un 10 sur 20, bien au milieu pour pas trop me mouiller. Voilà. Gus? Je mets un 9 sur 20 parce que c'est une note à la hauteur, on va dire, de l'attente que j'avais avec du successeur, voilà, de Jedd Fisch. Après, comme tu l'as dit, s'il y a des problèmes financiers, en plus assumés par la fac, qui n'hésite pas à dire que le département, enfin que les équipes pourraient disparaître, des équipes de sport, ce qui est quand même assez paradoxal pour un programme comme Arizona quand on connaît l'équipe de basket notamment. Mais voilà, quoi. Enfin, tu peux avoir mieux et c'est parce que tu n'as pas eu mieux que je mets un 9 sur 20. Moi, je mets un 7 sur 20, sincèrement. Comme l'a dit Baptiste, tu pouvais. Enfin, il y a 10 000 cordeaux ou jeunes coachs qui ont faim de devenir head coach, qui peuvent prouver dans un programme comme Arizona, même si ça manque un petit peu de moyens, etc. Si tu donnes à quelqu'un qui a faim, il y a toujours un moment où ça peut fonctionner. Là, bon, ok, on prend un mec qui a prouvé qu'il pouvait faire des saisons positives de temps en temps dans le groupe of five. C'est sans plus, il connaît la côte ouest, ok, voilà, c'est cool, mais voilà, en fait, Arizona va redevenir Arizona à mes yeux. Donc, ça me déçoit fortement. Je mets 7 sur 20 pour le donner le bénéfice du doute quand même, parce que c'était aussi leur choix final il y a 3 ans. Donc, c'est qui doit avoir certains atouts.
qu'on connaît pas forcément, mais bon, je suis pas du tout hypé par ça. Et la Big 12, l'arrivée en Big 12 d'Arizona risque quand même d'être compliquée. On reste sur la dernière équipe de Big 12 et du Power 5 au niveau de ce coaching carousel 2023-2024. Willie Fritz, le head coach de Tulane, qui arrive du côté de Houston. Exit Dana Holgorsen. Donc, messieurs, très grosse arrivée, en fait, tout simplement. Willie Fritz, le travail a été phénoménal du côté de la Louisiane avec Tulane. Et le travail avait déjà été phénoménal du côté de Georgia Southern quand les Eagles, je crois que c'est les Eagles, Georgia Southern, et avait rejoint le FBS en provenant du FCS à Tulane. Voilà, il a fait d'une équipe mid du groupe of 5 une équipe vainqueur d'un bowl du Nouvel An. C'est le Jean-Marc Furlan du college football. Ouais, t'es dur, Furlan, avec tout le respect, hein, t'es dur quand même. Oh. Bah non, justement, c'est bien. Franchement. C'est les gars justement qui arrivent à step up ces programmes, à les faire monter d'une marche. Et Houston a cette ambition parce que Houston a un potentiel qui est évident, hein, du simple fait d'être situé dans cette grosse ville des États-Unis, d'être un gros programme du Power 4. Putain, qu'est-ce que ça fait mal de dire ça, d'être un gros programme du Power 4, et je pense que c'était le choix qui s'imposait de prendre Willie Fritz, et moi je mets un 18/20. Mais c'est vrai, tu as raison, parce que Houston, le marché est quand même important. C'est la plus grosse fac à proximité des plus grosses agglomérations du sud du pays. Il y a beaucoup à faire en fait du côté de Houston. On s'en rend pas compte parce que ça n'a pas la dénomination Université du Texas ou je ne sais quoi. Mais il y a énormément à faire. Et dans une Big 12 qui se retrouve allégée des deux gros programmes, on va dire, historiques entre Oklahoma et Texas qui partent en sec. Ouais, il y a du bon boulot, je pense, pour Will Fritz. Et il peut avancer sereinement dans l'environnement de Houston. Baptiste, t'en penses quoi? Ouais, non, c'est un super recrutement. Un petit peu déçu de le voir quitter Tulane, hein, pour être tout à fait honnête, parce que c'est un programme qu'on a pris plaisir à suivre ces dernières années. Et voilà, c'est toujours un petit peu triste de voir un programme qui était sur une progression constante perdre l'un de ses maillons forts. Après, voilà, le problème de Houston, mine de rien, Houston, c'est la 4e plus grande ville des États-Unis, donc il y a un vrai potentiel sportif là-bas. Il demande qu'à émerger, hein. Quand on voit les succès de l'équipe de basket, on se dit pourquoi pas le football aussi. Donc voilà, je pense que c'est un choix intéressant. Je pense qu'il va réussir là-bas. Et je pense que Houston va être un des programmes un peu chiants à jouer en Big 12 année après année. Et voilà, je pense que c'est très cool. Et je pense que les fans du Green Wave sont malheureusement très tristes. Donc je vais mettre à 15/20 à ce recrutement-là. Et moi, je vais mettre un 17. Ça va. Je pense que je vais suivre Houston là ces prochaines saisons. Ça va m'intriguer cette histoire. Willie Fritz, il sait relever des programmes, il sait les tourner. Et Gus, tu l'as dit rapidement, mais cette victoire face à USC en bowl du Nouvel An quand tu es avec Tulane, c'est juste extraordinaire, quoi. Surtout quand tu vois le match, comment il s'est déroulé aussi, hein, parce qu'ils reviennent du diable au vert pour l'emporter. Ah ouais. Excellent recrutement. Messieurs, nous passons au group of 5 cette fois-ci. Elio, on en a oublié un. Hein. On a oublié Mississippi State. Ah, mais oui, ouais, bah oui. Oui. Ah. On a oublié Mississippi State. Mais tu sais, c'était fait exprès, la sec. Mississippi State qui a recruté Jeff Lebby, le coordinateur offensif de Oklahoma, passé avant par Ole Miss. C'est comme Northwestern. 2 sur 20, 2 sur 20 en choix moral. C'est ça. En revanche, sur le plan sportif, c'est bien mieux. La note est meilleure. Mais je serais moins. Pour suivre un peu le programme de l'Oklahoma, les fans sont quand même très contents de le voir partir, Jeff Lebby. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable du côté de Norman. Donc, pareil, Mississippi State a fait ce qu'il pouvait. Mais tu vois, je trouve ça un petit peu décevant aussi. Je pense qu'un programme de sec, alors c'est vrai que je pense qu'avec l'arrivée d'Oklahoma et de Texas, ça va être un programme qui va être en très grosse difficulté, à mon avis, les années qui vont arriver. Mais tu dis, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas mieux à récupérer que Jeff Lebby? Je sais pas. Moi, je vais mettre un 8. Gus?
J'ai encore l'image de Jeff Lebby à Ole Miss et c'est pour ça que j'ai une bonne image de cet entraîneur. Je mettrais quand même un 11, moi. Ouais, d'ailleurs, moi, ça me fait bien marrer, ça. Tu sais, c'est toujours les head coach, enfin, les head coach, n'importe quoi, les coachs qui sont là. À l'époque, quand il était à Ole Miss, tout ça, pendant l'Egg Bowl, ça charriait bien Mississippi State, tout ça. Et maintenant, c'est le head coach de l'équipe rivale. Mais ouais, je suis pas fan du mec en lui-même, de la mentalité du type. Après, il a déjà montré que ça pouvait être un bon coordinateur offensif. Qu'est-ce que ça va donner en head coach? Il peut attirer aussi 2-3 noms rien que par son nom. Donc, bon, allez, un 12 sur 20. Je suis pas non plus ultra hyper. À mon avis, Mississippi State va ni trop descendre, ni trop monter. En réalité, ça va rester le même programme, tout simplement. Du coup, Group of Five, on vous prévient, il n'y a pas de problème. On va passer beaucoup moins de temps à discuter sur le Group of Five. Vous connaissez moins les coachs, vous connaissez moins les équipes. C'est peut-être moins chatouillant pour vous. Mais faut quand même en parler parce qu'il y a eu pas mal de mouvements et on commence avec la Mountain West dans un premier temps et le programme de Nevada. Nevada qui a viré son head coach Ken Wilson qui est parti du côté de TCU dans un rôle d'assistant, enfin un peu un emploi fictif, vous les connaissez. Arrivée de Jeff Choate, l'ex-entraîneur de Montana State et puis defensive coordinateur de Texas depuis 2021. Une note vite fait là-dessus sur Choate à Nevada. Moi, je trouve que c'est une super nomination. Ouais, Hein. je suis aussi d'accord. T'es Nevada, tu vas chercher le coordinateur défensif de Texas, surtout quand on voit la saison de Nevada. Hein, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois Nevada, c'est pas plus de 2 victoires en 2023. C'est une super nomination et je suis même étonné qu'il ait choisi d'aller là-bas. Surtout qu'on sait que un salaire, c'est quoi un salaire de head coach à Nevada? 900 000 euros? 800 000 $? Ouais, Alors j'allais dire Dans ces ouais, moins eaux-là, de ouais. 20 millions, c'est clair. Alors que d'être assistant coach à Texas, t'es au-dessus du million, donc il prend un risque et moi j'aime bien, donc allez, je mets un 15. Surtout c'est un programme que j'aime beaucoup moi, Nevada, donc je me fais pas de soucis, je me fais plaisir à mettre cette note. Assez d'accord avec Gus, bon recrutement avec les moyens qu'ils ont et bah, mine de rien, je trouve que c'est cool de voir des coachs qui prennent un peu de risques. Donc, t'as mis combien, Gus, toi? 15. Ouais, bah pareil. Allez. Bon, moi, 14 sur 20, j'ai pas un grand avis. C'est vrai que prendre ce risque de partir de Texas, un gros poste au moment où Texas, en plus, va toucher plus d'argent, etc. C'est vrai que c'est bon, bien joué de la part de Nevada. San Jose State, donc, Brent Brennan, qui est passé du côté d'Arizona, comme on le disait tout à l'heure. Arrivée de Ken Niumatalolo, l'ancien head coach de Navy de 2007 à 2022. Donc, un gros head coach du côté du CFB. 109 victoires pour 83 défaites du côté d'Annapolis. Alors, la saison dernière, il est passé tight end coach du côté du UCLA en cours de saison, mais il était venu comme, ça m'a fait marrer, il était venu comme leadership coach de base du côté de Los Angeles. Voilà. Donc, c'est un peu les petits emplois pas fictifs, mais bon, des emplois assez marrants au niveau de l'intitulé. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Niumatalolo, là, du côté de San Jose State? C'est un nom, mais sa fin de carrière avec Navy a été quand même compliquée. Je sais pas s'il a réussi à se ressourcer pendant les 2 ans lesquels il était plus là. Je j'ai pas d'avis particulier. Je trouve que c'est un choix plus pour le nom que pour le niveau. Voilà, je pense que ça va être dur, personnellement. Et je sais pas de quoi il est capable dans un programme qui n'est pas une académie militaire, donc je me prononce pas, j'ai pas de note. Bon, bah, c'est fantastique. Allez, non, si, moi, quand même, ouais. 10 sur 20, c'est toujours pareil. Tu peux pas faire mieux, tu peux pas faire pire. Enfin, je suis très neutre là-dessus. San Diego State, messieurs, et c'est là où ça devient intéressant parce que c'est un nom que vous avez cité plus tôt, qui aurait pu atterrir dans un plus gros programme. Alors, San Diego State, non, faut pas minimiser les Aztecs, il n'y a pas de problème là-dessus. Surtout le programme qui se modernise, nouveau stade, etc., etc. Mais en revanche, ouais, cet head coach, on aurait pu le sentir dans le Power 4. C'est Sean Lewis, l'ancien head coach de Kent State de 2018 à 2022, qui était coordinateur offensif de Colorado sous Deion Sanders cette année, qui remplace Brady Hawk. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Excellent choix, non? Moi, j'aime bien parce que c'est un coach qui a une identité.
qui a assumé. C'était la meilleure attaque du pays en 2020 pendant l'année Covid. Je crois plus de 600 yards par match avec Kent State. Là, les dernières années avec Brady Hawk, ça avait été un petit peu compliqué l'attaque chez les Aztecs. Et le fait que tu aies une identité de jeu bien définie, ça va amener du monde dans le stade et ça va intéresser des gens à la télé. Et je pense que c'est très bien pour un programme comme San Diego State, pour un programme du Group of Five qui le groupe of Five qui va être de plus en plus marginalisé avec le Power 4 et les 2 super conférences. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est un très très bon choix. Et puis il faut pas prendre en compte son bilan à Colorado. Il y avait trop de circonstances pour baser son CV là-dessus. Et moi, je mets un 16 sur 20. Ouais, pareil. Excellent du côté de Colorado. Il a été mis sur la touche de façon un peu bizarre par Coach Prime. J'ai pas trop compris. Enfin, personne n'a trop compris. Donc pareil, c'est sur 20. Super choix. Et je l'imaginais presque plus haut que dans le Group of Five au début de la saison, au vu du début de la saison des Buffs. Mais bon, c'est déjà bien. Et je pense qu'il va pas rester très longtemps. À mon avis, il sera appelé dans de plus hautes sphères d'ici peu de temps. Et moi, je mets un 18. Est-ce que San Diego State pourrait faire mieux? Non. Et c'est un coach qui est habitué à ce niveau-là, avec Kent State, à ce niveau de college football. Donc, non, c'est très, très bien. Boise State qui récupère Spencer Danielson, qui était le défensif coordinateur depuis 2019, qui était je crois qu'il a fait intérim head coach aussi. Oui, il était passé intérim head coach durant la saison dernière. Il a remplacé Andy Avalos, qui est parti du côté de TCU en tant que coordinateur défensif. Messieurs, c'est pareil, Boise State, continuité. On met là où ça fonctionne bien dans le programme. J'ai pas trop d'avis, pour être honnête. Je connais mal. T'embête pas. Je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est un bon choix. Je sais que Boise State France a été relativement content de ce choix-là. Il a fini la saison, hein, donc et les Broncos ont été très bons sur la fin de saison. Donc je pense que c'est un choix qui est normal entre guillemets au vu de la fin de saison de Boise State. Donc c'est plutôt encourageant, sachant que Boise State fait partie de ces programmes qui étaient excellents dans les années 2010, mais qui à mon avis, vont rentrer très clairement dans le rang. Tu fais avec ce que tu peux. Donc je pense que c'est un choix qui est cohérent et qui laissera Boise State, à mon avis, dans les hautes sphères de la Mountain West, mais sans avoir le lustre des années 2010, à mon avis. Allez, 14 sur 20 pour moi, ouais. Choix qui fait sens, en fait, tout simplement dans la continuité de la saison dernière. Messieurs, New Mexico, alors là, c'est assez surprenant. Danny Gonzalez, le head coach qui est parti du côté d'Arizona en tant que linebacker et special teams coordinateur, il est remplacé par Bronco Mendenhall. Et oui, vous connaissez Bronco Mendenhall, Baptiste l'a cité précédemment. Ancien head coach de BYU et notamment ancien head coach de Virginia. Il a été remplacé, il est parti de Virginia en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Choix assez surprenant. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une belle prise, non? Ah ouais, quand tu passes de Danny Gonzalez à Bronco Mendenhall, c'est un putain d'upgrade. Je précise qu'il a déjà coaché là-bas entre 1998 et 2002. Et en fait, il sort d'une, je sais pas si c'était sa retraite, mais d'une période de pause. Il avait dit en 2022, en quittant Virginia, qu'il avait besoin de faire une pause, et il décide de revenir dans un programme où il aura pas trop de pression, un programme qu'il connaît. Et moi, je trouve ça cool, surtout qu'il développe hyper bien ses joueurs. Ça va rendre en fait cette Mountain West très intéressante, mine de rien. Tu vois, quand tu as des gars comme Jeff Choate, Sean Lewis et Bronco Mendenhall qui arrivent, je me dis que la Mountain West est gagnante cette année. Et allez, moi je mets un 18 sur 20. Je pense que tu pouvais pas avoir une meilleure nomination à New Mexico que Bronco Mendenhall. Ouais, moi je suis moins dithyrambique que toi. Quel Bronco on va avoir? Je mets un 10 parce que à mon avis, c'est soit parfait, soit une catastrophe totale. Et voilà, je me mets les fesses entre deux chaises et je dis 10 sur 20. Parce que s'il a pris une pause, c'est pas pour rien non plus. Et que mine de rien, c'est quand même compliqué d'être coach actuellement, et notamment sur les programmes du Group of Five. Donc je suis un peu circonspect de ce choix-là, qui est plus un choix de nom qu'un choix sportif, j'ai presque envie de dire. Donc à voir.
Ouais, moi, j'ai peur que ça fasse genre une saison puis il se barre parce que ça le saoule de perdre, de pas y gagner grand-chose en étant à New Mexico. C'est même pas. Ouais, voilà. 14 sur 20 parce que c'est quand même un beau coup pour un programme comme les Lobos, mais en dehors de ça, voilà, ça va pas plus loin. La Sunbelt, James Madison, donc Kurt Signetti qui est parti du côté d'Indiana. James Madison qui a beaucoup à jouer après de très belles saisons. Arrivée de Bob Chesney, l'ancien head coach d'Holy Cross. Holy Cross, je ne savais même pas qu'il y avait un programme en dehors du basket, pour être tout à fait honnête. 44 victoires pour 21 défaites du côté du programme de FCS. C'est un programme de FCS, c'est pas un programme Division 2, je ne sais même pas en fait. C'est du C'est FCS. la FCS. C'est une très bonne école. Ok. Bah ouais, un petit avis parce que mais James Madison là va falloir carburer, hein. Il y a eu des belles saisons, faut pas que ça retombe. Ouais, mais moi, c'est un choix que j'aime bien. Il a fait du bon boulot du côté d'Holy Cross, notamment en attaque. Il avait un super QB l'année dernière, Matthew Sluka, qui était l'un des meilleurs QB de FCS. Donc, bon, il est parti du côté UNV, Matthew Sluka, donc il sera pas du côté. Il sera pas James Madison, mais voilà, il a les armes, il a fait du très bon boulot du côté en FCS, donc pas de souci, je pense, de ce côté-là. Ça sera peut-être un cran en dessous quand même hein, de Kinetti, mais voilà, pareil, je pense qu'au vu de ce qu'il pouvait avoir, je pense que c'est un bon choix, donc je vais dire 14 sur 20. Voilà. Troy. Attends, t'avais mis une note, Gus? Non, mais il y a des problèmes. Si je dis rien, c'est que j'ai pas vraiment de notes. Moi, je suis comme Bats, Je 14 connais sur pas 20. bien, je préfère un peu me prononcer. Non, moi j'aime bien le move de prendre un head coach peut-être d'un plus petit programme, mais qui a bien fonctionné avec. Donc c'est un petit peu ce qu'a fait l'ADN de James Madison. C'est aussi James Madison, un programme qui était petit, qui a grandi. Donc voilà, pourquoi pas. 14 sur 20. Troy, ouais, Gerard Parker qui arrive de Notre-Dame, c'était ton coordinateur offensif après le départ de Tommy Rees l'année dernière à Alabama. Et tight end coach notamment depuis plusieurs saisons. Parker, John Sumrall qui est parti, on donnera sa destination tout à l'heure. Toi, t'en penses quoi, Gus? Je pense que c'est un bon choix parce que c'est un coach qui a une toute petite expérience de head coach, pas de head coach, mais de coordinateur à West Virginia et à Notre-Dame. Ça sera très difficile pour lui de faire mieux que John Sumrall, évidemment, hein, qui est 2 fois champion d'affilée de 2 Sun Belt. Mais je trouve que c'est un meilleur move que ce que pense la majorité des personnes parce que c'est un mec qui s'est créé beaucoup de liens, qui a fait plusieurs programmes et ça se ressent dans le coaching staff qu'il a mis en place. Et en général, voilà, des mecs comme ça qui ont des bonnes relations, bah, ils savent bien s'entourer et ça donne des bons résultats. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon choix. Maintenant, ouais, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux que John Sumrall, donc il faut pas non plus être trop exigeant avec lui. Et moi, je mets un 13 sur 20. Moi, 9 sur 20. Clairement, je suis pas plus hypé que ça. En tant que coordinateur offensif, bah, ok, alors c'était sa première saison, on va pas se mentir. Il a très peu d'expérience de coaching, comme tu le disais, mais je trouvais qu'il pouvait faire bien mieux avec les armes que vous aviez Oui, mais du il serait côté. pas allé à Troy sinon, s'il pouvait faire mieux. Oui, bien Enfin, s'il sûr. avait Ouais. fait Non, mieux. non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, pour moi, tu vois, avec les armes qu'il y avait à South Bend, il aurait pu faire beaucoup mieux. Là, passer derrière Sumrall, qui est un coach qui a beaucoup de victoires, Enfin voilà, ça va être compliqué quand tu as aussi peu de carrière dans le coaching staff. Je la sens pas top. Qui est bête, une petite note. Non, je crois que Bat n'a pas de note pour Troy. Donc on peut passer à Louisiana Monroe. Louisiana Monroe, t'as une note, toi? Alors, Brian Vincent. Je te laisse donner ta note, Elio. Merci beaucoup. Brian Vincent qui arrive de New Mexico, c'était le coordinateur offensif de New Mexico en 2023. Avant, il était coordinateur offensif de UAB, hein, l'université d'Alabama à Birmingham, et intérim head coach là-bas. Il remplace Terry Bowden. Je donne une note de 10 sur 20 car je n'en sais rien. Non, même pas. En fait, non. Non, en fait. Non, non, non. 7 sur 20 en fait. 7 sur 20. Comment il fait l'expert, Elio? Moi, je dois avouer que je suis pas assez de lecture et de recul sur savoir ce que ça va donner. Voilà, pareil, ça fait partie des programmes qui, à mon avis, auront énormément de mal à exister dans le paysage actuel du college football.
Qui avait Comme déjà du Georgia mal à exister en plus. Ouais, qui avait déjà du mal à exister. Comme Georgia State, qui vient de perdre son head coach, Sean Elliott, qui part du côté de South Carolina. On l'a appris il y a quelques jours avant de tourner cette émission, et on ne sait toujours pas qui sera le head coach. Donc voilà, on fera peut-être un épisode spécial Georgia State, si vous voulez, pour savoir qui est le head coach. Non, mais blague à part, On pourra ça montre parler quand des même que Jeux c'est... Olympiques, on pourra parler des Jeux Olympiques Tout à fait. d'Atlanta qui ont eu lieu dans le stade de Georgia State. Tout à fait, exactement, Gus. De nombreux fun facts du college football. C'était quoi les autres? C'était USC et je sais plus, on avait regardé Pas en sport d'hiver, hein, forcément, mais. et Utah où il y avait les jeux de Salt Lake City. Salt Lake City. Mais t'as aussi Lake Placid. Ouais, mais t'as pas de fac. Il n'y a pas de fac à Lake Placid. Mais c'est vrai que Lake Placid, en dehors de ça, des JO, il n'y a rien. C'est une petite ville. Enfin, il n'y a que dalle, quoi. Bref, on s'écarte, mais on peut rester dans le nord. On peut rester dans le nord-est. Comment on meuble, parce qu'on n'a rien à dire sur certains programmes, c'est terrible. Les fans de Louisiana Monroe et de Georgia State ne nous en vaudront pas, j'espère. Est-ce qu'on part du côté de la MAC avec un seul changement? C'était du côté de Buffalo. Non, mais tu vois, en fait, non, on dit pas, on parle pas de Lake Placid pour rien, parce que tu sais où se trouve Lake Placid, Bat? Dans le nord de l'État de New York, et dans le nord de l'État de New York, il y a Buffalo. Je pense pas que ça soit j'allais dire, je pense que tu es dans les Appalaches, parce que ça m'étonnerait que ça soit dans les Rocheuses, parce que ça me parle pas du tout. Et effectivement, j'ai été en train de chercher en même temps, et c'est au nord de l'État de New York, marron. Ouais. Tout comme la ville de Buffalo et son équipe, Buffalo, l'université de Buffalo, avec Maurice Linguist qui part en tant que co-defensive coordinator et cornerback coach du côté d'Alabama, donc sous les ordres de Kalen DeBoer. Et en arrivée, on a Pete Lembo, l'assistant head coach de South Carolina et aussi coach des special teams des Gamecocks. C'est un coach qui a toujours fait sa carrière en tant que coach special teams. Donc voilà, c'est assez osé comme pari, hein, parce qu'on sait très bien que les coachs équipes spéciales... C'était le meilleur. Hein, c'était le meilleur coach des special teams du pays. Très très bon coach en special teams. Mais voilà, toujours pari osé de mettre en tant qu'head coach un coach spécialisé là-dedans. Une petite note pour Pete Lembo? Ah, mais il a coaché en... Il n'était pas coach à Ball State pendant plusieurs années? Alors, j'en ai pas le souvenir. Je crois qu'il était coach à Ball State. Ouais. Et tu sais pourquoi je dis ça? Parce que j'avais vu un mème l'autre jour avec sa gueule sur le mème au Go Daddy Ball. Coach Allen et Ball State, en effet. Après, il est parti du côté du meilleur programme de Big Ten, Maryland. Mais ouais. J'ai pas trop d'avis, moi. Non, moi 14 sur 20, parce que c'est quand même un nom. Voilà, Buffalo, c'est vrai que souvent, ils ont tendance à avoir des bons coachs. Donc, non, moi, ça me plaît. Il y a de l'idée, c'est osé. Voilà. Bon, Baptiste ne réagit pas, donc c'est qu'il n'y a pas de note. Non, je n'ai pas spécialement d'avis. Non, mais c'est pour ça, c'est bien ce que je me dis, t'inquiète. On va passer en conférence USA du côté du sud des États-Unis plutôt, et du Texas, avec l'université du Texas à El Paso. Départ de Dana Dimel, nulle part, et arrivée de Scotty Walden, lead coach d'Austin Peay. Moi, j'aime beaucoup. Ah bah vas-y, tiens. Il est jeune, il a 34 ans, il sort d'année prometteuse à Austin Peay. Je crois qu'il allait plutôt loin en playoff l'an dernier. Il finit avec un bilan de 10 victoires et 3 défaites. Il a coaché au lycée au Texas pendant quelques années. Et de ce que je lis, c'est qu'il a une très bonne image parmi les coachs lycéens au Texas. Et on sait à quel point c'est important, notamment pour ces petits programmes qui ont besoin de talent. Parce qu'à UTEP, il manque quand même 2 talents. C'est pour ça que le programme a du mal, voilà, depuis des années. Allez, moi, je mets un 16 sur 20. Je trouve que c'est très bien d'aller chercher les coachs prometteurs en FCS, et ça a souvent payé ces dernières années. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu le mode facile, j'ai envie de dire, c'est récupérer un mec qui a coaché au niveau du Texas, et je pense que ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, UTEP a fait le bon choix, et du côté d'Austin Peay, effectivement, c'était plutôt bien. À voir comment maintenant ça se goupille pour lui à un niveau plus élevé, avec un contexte un peu compliqué. UTEP, c'est compliqué quand même d'entraîner là-bas. Et bah tiens, d'ailleurs, Elio, tu vas m'expliquer pourquoi, pour Middle Tennessee, la prochaine équipe, pourquoi Derek Mason va s'enterrer à Middle Tennessee.
Alors, Middle Tennessee, déjà, c'est le départ d'un dinosaure, Ouais. Rick Stockstill, qui était là pendant 18 saisons, le head coach, Ouais. qui d'ailleurs a trouvé son emploi fictif du côté de Florida State en tant qu'analyste offensif. Il est donc remplacé, comme tu as dit, par Derek Mason, qui était le coordinateur défensif d'Auburn en 2021 et d'Oklahoma State en 2022. Alors, pourquoi s'enterrerait-il là-bas? Parce que déjà, il n'a peut-être pas eu de meilleure opportunité. C'est déjà une chose à mettre en avant. Et surtout qu'au final, je ne suis pas certain que son salaire soit si différent que ce qu'il touchait en tant que cordeau défensif, ou en tout cas très loin. Bat, toi qui l'as connu, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un choix hyper intéressant pour Middle Tennessee. Tu as cité son CV en tant que coordinateur, mais il était surtout head coach de Vanderbilt, qui est une fac du Tennessee. Donc voilà, c'est Ouais, c'est vrai, tout à fait. un état qu'il connaît bien. Alors ça a été compliqué du côté de Vanderbilt, mais bon, c'est tellement compliqué Vanderbilt que, à part Franklin, tout le monde s'est cassé les dents là-bas. Donc je pense que c'est un bon choix. Il m'avait donné l'impression d'être quand même bien fatigué sur notre année, l'année à Oklahoma State, comme il était bien fatigué du côté d'Auburn, donc on se souvient. Voilà, c'est un choix qui, pareil, un peu comme Bronco, je pense que c'est un choix qui est du nom, mais qui peut être soit c'est très très bon, soit c'est une catastrophe absolue. Mais j'ai un peu plus de, comment dire, je pense qu'il connaît un peu plus qu'il connaît un peu plus l'état. Je pense qu'il va s'en sortir correctement. Derek Mason, ça a l'air d'être un bon gars, donc voilà, je crois en lui, mais c'est quand même un choix surprenant. Et puis, dernière équipe dans la conférence USN, New Mexico State, qui accueille Tony Sanchez, enfin qui accueille non, parce que c'était le coach receveur de l'équipe, voilà, qui passe head coach. Jerry Kill, lui, est parti, il a eu son emploi fictif en tant que consultant du côté de Vanderbilt. Personne n'a d'avis sur Tony Sanchez, qu'on soit très clair. Voilà. Ça fait chier pour New Mexico State, quoi. Tu passes de ces 2 superbes années avec Jerry Kill et là, c'est le retour des saisons exécrables, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je suis déçu. Surtout en plus, toi, c'est même pas, il part même pas à la retraite, Jerry Kill, là. Il part à il est Vanderbilt en consultant et en emploi plus, fictif. il amène dans ses valises Diego Pavia, qui était un très bon un quarterback très honorable. Je suis vraiment déçu pour les Aggies. On termine en AAC, les gars, et on en parlait tout à l'heure, Tulane qui a perdu Willie Fritz. Et on parlait tout à l'heure du nouvel head coach, justement, de la Green Wave. C'est John Sumrall, donc le head coach de Troy. Sincèrement, excellent choix, en fait. C'est une sorte de continuité, je trouve, dans l'idée de ramener des coachs de niveau pas similaire, mais presque. Le programme est au-dessus de Troy, évidemment, mais voilà, il y a Un quand lateral même... move ou pas? Hein? Est-ce que c'est un lateral move? Je trouve pas que c'est un lateral move. Il y a quand même un upgrade, tu vois, pour Sumrall, mais moi j'aime bien. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, c'est peut-être pas non plus fancy au monde, mais c'est très bien. Ça correspond très bien à un programme comme Tulane. Je pense que tu as quand même plus de potentiel à Tulane qu'à Troy. Hein. Oui, bah oui, ouais, non, mais totalement. Puis tu peux surfer sur la vague des dernières saisons, etc. Donc ouais. C'est clair. Voilà. Puis attends, sinon, en fait, on peut dire que c'est peut-être depuis 2 ans peut-être le meilleur coach du groupe A5, John Sumrall, non? Ouais, Willie Fritz aussi, du coup. Mais Ouais, oui. Willie Fritz, évidemment, mais là, tu vois, il gagne 2 fois d'affilée la Sun Belt. Ouais, non, mais... Moi, je trouve que moi, je trouve que c'est un choix plus que logique. Tu vois, c'est une suite logique. D'ailleurs, j'ai pas donné ma note, mais ma note c'est 19 sur 20. Hein. Tu peux pas. Enfin, t'es Tulane, tu n'iras jamais faire bien mieux, mais tu prends un coach qui a cette expérience, comme tu le dis, qui est gagnant au même niveau. Enfin, voilà. Tu veux faire quoi d'autre? Allez, je te suis, je mets aussi un 19. Je trouve que c'est un superbe choix. J'ai même un peu du mal à comprendre pourquoi on est en train de le faire passer pour un mouvement normal dans notre intonation, alors qu'en réalité, c'est un super choix. Et moi, j'aurais même pensé que John Sumrall puisse aller rejoindre une équipe du Power 4. Ouais. Messieurs, merci d'avoir participé à cet épisode. Tous les auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On est revenu donc
Comme je vous le disais, ça faisait un petit moment. On est désolé, on va essayer d'être un petit peu plus régulier là pendant l'off-season. Évidemment, vers la draft, il va se passer des choses. Comme je vous l'ai dit, sur le site, vous avez les fiches draft de Valentin et Ryan, thetrickplay.fr. Voilà, épisode assez lourd, épisode qu'il faut digérer, mais le coaching carousel a été énorme cette année. On était obligé d'en parler, de citer chaque équipe. On vous fait des bisous. On se dit à la prochaine. Bad, Gus, merci d'avoir été là. Ouais, bisous tout le monde. Et Salut à puis, tous. Voilà, vive The Trick Play, vive la commu CFB et vivement NCAA. Bisous tout le monde. Salut.